Chers auditeurs, chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue à ce grand débat. Grand débat avec un thème de choix en cette semaine Belgique. Pourquoi fermer les comptes en banque? Les banques européennes qui ferment les banques des Congolais et même des personnes européennes vivant ou travaillant avec le Congo. Un phénomène qui a son nom, un anglicisme d'ailleurs, de risking ou débancarisation en français. Selon le GAFI, groupe d'action financière, c'est l'atténuation des risques, la fermeture des comptes, des relations commerciales avec des clients ou des catégories de clients qui a pour seul but d'éviter de prendre les risques plutôt que de les gérer. Le GAFI, qui est l'organisme mondial de surveillance du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, le GAFI qui définit des normes internationales visant à prévenir ces activités illégales et les dommages qu'elles causent à la société. Alors, ces règles ont donc été édictées quelque part, mais se justifient-elles pour le cas de l'Afrique et particulièrement de la République démocratique du Congo? Pour en parler avec nous ce soir, nous vous annoncions deux experts. Le premier, il est avec nous, Jean-Jacques Lumumba, bonsoir. Bonsoir, monsieur Christian. Vous êtes le président de la SBL Ma Banque Indroit. Vous défendez la thèse selon laquelle les personnes qui ont vu leur compte fermé devraient avoir le droit de les conserver. C'est bien cela? Oui, c'est bien cela, mais j'insisterai sur le fait que nous défendons les personnes qui ont une moralité correcte et pas une moralité douteuse. Donc le but, c'est de défendre ceux qui n'utilisent pas le système bancaire à des fins illicites. Exactement, c'est bien ça. Nous attendions aussi, nous vous avions annoncé un banquier évoluant en Belgique, Joël Makangou, mais celui-ci a dû s'excuser. Parce que, bon voilà, nous regrettons son absence, annoncé il y a quelques instants. Le banquier évolue en Belgique pour des raisons que nous ne pouvons comprendre, mais qui nuisent à un sujet important au moment où, notamment en Belgique, on dit vouloir investir plus en RDC. Ce banquier n'est pas avec nous. Avoir pour nous éviter ce débat ne donnera pas toute l'info et ne permettra peut-être pas de comprendre pourquoi ceux qui privent des services bancaires certains citoyens, pourquoi ils le font. Mais nous sommes avec vous, monsieur Jean-Jacques Lumumba. Avant de vous faire intervenir, on a d'abord à Kinshasa recueilli les avis des banquiers. Est-ce que le banquier congolais Henri Ouazne, le premier que nous avons interviewé, comprend que les banques ferment les comptes? Je vous propose d'écouter sa réponse. Alors, le désinvestissement des banques étrangères par la RDC ne concerne pas seulement la RDC, ça concerne toute l'Afrique. D'ailleurs, ça concerne moins la RDC que d'autres pays africains, puisque les banques n'étaient déjà pas là. Donc forcément, elles ne pouvaient pas partir puisqu'elles n'étaient pas là. Non, enfin, ça se comprend d'un point de vue économique, puisque toute l'Afrique, c'est 1% des flux financiers. Mais ça ne se comprend pas d'un point de vue stratégique et d'un point de vue de ce que l'Afrique représentera pour l'avenir. C'est-à-dire, aujourd'hui, c'est 1% des flux financiers, mais dans 10 ans, ce sera peut-être 4-5% des flux financiers. Mais indépendamment de la hauteur et du pourcentage de flux financiers que l'Afrique représente, l'Afrique, stratégiquement, est essentielle pour la transition écologique. Les matériaux, les matières premières qui sont présentes en Afrique et dont on a besoin ne sont présents qu'en Afrique. Et ne sont présents pour certains qu'en RD Congo. Est-ce que les banques congolaises peuvent garantir qu'elles ne blanchissent pas l'argent sale? Nous avons aussi posé la question à Henri Ouazne. Je crois qu'il y a moins de risques au Congo que dans beaucoup d'autres pays. Il y a moins de risques au Congo que dans beaucoup de pays d'Amérique du Sud avec lesquels les pays occidentaux travaillent sans problème. Je crois qu'on est victime d'une mauvaise presse. Et qu'on doit bien sûr améliorer notre image et montrer au monde tout le travail qui a été fait, parce qu'un travail énorme a été fait en Afrique et en RD Congo en particulier. Je pense qu'on doit plus communiquer dessus et c'est pour ça que les émissions que vous faites pour mettre en lumière ce qui est fait ou ce qui doit être fait, elles sont extrêmement importantes.
Voilà donc pour l'avis d'un banquier, un autre banquier, on quitte la Sofibank. Merci au vice-président de l'Association congolaise des banques et directeur général de la Sofibank de ce témoignage. Direction la Robank avec le Head of Corporate, Monsieur Goncho Kipoulou. Est-ce que la fermeture des banques est synonyme d'un désintérêt de l'Union européenne dans la RDC? Il nous a répondu. Je vais vous proposer de l'écouter dans un instant, mais pourquoi avoir posé toutes ces questions? Parce qu'on va se retourner vers nos invités, enfin notre invité, qui va nous définir le pourquoi ce dérisking et qui va d'abord répondre aux questions de nos banquiers. Alors, synonyme d'un désintérêt, la fermeture de ces comptes, Goncho Kipoulou, la réponse. Ça nous laisse quand même interrogateurs. Comme vous voyez bien, aujourd'hui, lorsqu'on parle de l'Union européenne, et je peux circonscrire par exemple la Belgique, aujourd'hui vous constatez que l'Union européenne et même la Belgique a prêté le flanc à d'autres nations qui se sont bien installées au Congo. Et donc, on sait que généralement, l'Union européenne intervient sur l'aide qu'elle apporte aux personnes vulnérables, sur des programmes et bien sûr sur l'éducation. Mais il y a encore on peut dire des secteurs qui peuvent attendre de l'Union européenne une action soutenue. Et là, je parle des infrastructures. Aujourd'hui, au niveau de la RDC, la pomme de terre qui est cultivée à l'est n'est pas consommée à l'ouest. Donc, on a vraiment un problème de créer un marché commun local. Et donc, il faudrait refaire les infrastructures routières. Et je pense que l'Union européenne peut apporter sa pierre par rapport à la réhabilitation de ces infrastructures en soutenant le gouvernement. Mais il y a aussi des secteurs qui sont porteurs et qui soutiennent l'économie congolaise. Aujourd'hui, par exemple, sur le secteur minier, vous voyez l'impact du secteur énergétique. Aujourd'hui, l'énergie sur le secteur minier accuse un certain déficit. Et donc, je pense qu'on pourrait, avec l'Union européenne, envisager des investissements sur ce secteur. Et même sur le secteur minier en soi, parce qu'il y a des minéraux critiques qui sont nécessaires à la mobilité électrique. Et donc, j'ai l'impression, ou c'est l'impression que ça nous donne, on a l'impression que l'Union européenne a prêté les flancs, et alors que dans cette Union européenne, il y a certains pays avec lesquels nous entretenons des liens historiques. Mmh. Mais est-ce que le fait que les banques européennes rompent toute relation avec la RDC, ça ne rend pas plus compliqué pour elles et pour leur nation des investissements ou de la coopération ou des contrats avec la RDC? Ça, on pourrait dire, ça devient un peu plus compliqué, mais je pense qu'il faudrait nous orienter dans le sens de déconstruire tous les préjugés qu'il y a actuellement pour trouver une solution. Parce que je pense que de deux côtés, les régulateurs doivent s'assurer que les flux financiers sont bien véhiculés et bien encadrés. Monsieur Goncho Kipoulou, Head of Corporate de la Robank. Alors, Monsieur Jean-Jacques Lumumba, avant de revenir sur la définition et de ce que vous entendez que soit fait désormais, répondons d'abord à leur affirmation. Est-ce que on élimine ou on évite, parce qu'il y a risque, on va le définir tout à l'heure, l'Afrique parce qu'elle est peu représentative, moins de 1% du volume global? Je pense que le fait n'est pas d'être moins représentatif, mais les banques s'appuient plutôt sur le fait que certaines opérations qui sont issues de certains pays représentent un risque. Mais je ne pense pas que ce soit plus un problème de volume, parce que si c'était un problème de volume, je crois qu'il y a aussi des pays ou des régions qui font un peu moins de volume et qui subissent ou non les mêmes situations ou la même politique. Donc c'est vraiment pas un problème de volume, mais c'est plutôt un problème de politique, et les banques s'expliquent très bien là-dessus. Mais en termes de politique, il y a des régions qui sont, on va citer l'Amérique du Sud, on va citer l'Asie, qui sont pas mieux nantis que nous, qui ne sont pas plus prudentes que certaines banques africaines. Exactement, c'est là où le but de notre association est arrivé, c'est pour parler de ce problème discriminatoire que nous avons relevé dans le chef de certaines personnes, parce que je tiens à préciser que nous avons 3 typologies de clients. Nous avons d'abord des Belges qui ont un lien avec l'Afrique,
et entre autres avec le Congo. Nous avons des Africains, entre autres des Congolais, qui ont un lien direct avec la Belgique, et nous avons des entreprises, donc des personnes morales, qui sont des banques, qui se sont vues fermer des comptes et qui sont tombées dans cette même politique de dérisking. Donc oui, il y a cette partie discriminatoire que nous avons relevée, parce que, comme je l'ai dit tout au début, nous insistons sur le fait que les personnes que nous défendons dans notre association doivent avoir une moralité irréprochable. Donc, il y a un peu de vrai dans ce qu'ils disent, mais l'Afrique est aussi victime d'une mauvaise presse. Tout à fait. Il y a du vrai dans ce qu'ils disent. L'Afrique est aussi victime d'une mauvaise presse parce que, d'un point de vue réglementaire et juridique, nous avons des limites qui font en sorte qu'à un moment donné, les banques européennes et les banques en Belgique trouvent une raison pour dire on ne veut pas travailler avec des clients dans tel pays. Mais là où nous reprochons et là où nous parlons de cette politique discriminatoire, parce que nous retrouvons des gens qui n'ont pas eu de problème, qui par le simple fait d'avoir fait une opération avec le Congo, une opération assez légale, on a des personnes qui, pour avoir eu à percevoir leur salaire venant de la Belgique au Congo, se sont vus fermer les comptes parce que les banques ont appliqué drastiquement la politique de dérisking. Ce qui peut être fâcheux, notamment, on a l'exemple d'une dame qui ne peut plus toucher sa retraite parce que celle-ci était envoyée au Congo. Des intérêts de l'Afrique et de son potentiel. Est-ce que fermer des banques vers des destinations qui ont des potentiels terribles, on dit beaucoup que l'Afrique est l'avenir, est-ce que cela ne veut pas dire que nous nous appartenons plus à l'avenir de cette humanité? Les intérêts futurs sont ailleurs que chez nous? Les intérêts futurs, je crois que là, j'introduirais une notion qui peut-être nous dessert un tout petit peu, parce que l'Afrique est vue malheureusement comme une zone où on vient prendre les minerais, on les sort sans pourtant les transformer sur place. Et je crois qu'avec une politique telle que ça se passe dans un pays comme le Botswana de blockchain, ça pourra mettre en valeur le potentiel africain. Parce que malheureusement, chez nous, on achète et à un moment donné, ça s'arrête là. Les sociétés disent, à partir de maintenant, ce sont des minerais qui nous appartiennent. Et ça explique un tout petit peu ce manque de considération un peu de façon publique des institutions européennes ou des banques européennes qui, à un moment donné, ne considèrent que cette valeur, l'Afrique, comme quelque part où on peut venir acheter des choses à une certaine valeur marchande, d'ailleurs beaucoup plus bas qu'elles ne le valent, compte tenu de l'importance que ce continent et principalement mon pays représente sur la transformation écologique aujourd'hui, ou même sur l'histoire de l'humanité. On ne va pas faire citer tout ce qui s'est passé, et ce désintérêt se manifeste aussi dans le fait des banques, de la façon dont ils traitent des clients qui viennent et qui sont liés au continent africain, et principalement dans des zones qui, pour eux, représentent plusieurs risques. Alors, parlons de ce qui est vrai, parce que vous avez dit il y a du vrai, il y a du faux. Exactement. Dans ce qui est vrai, ils ont des raisons objectives de fermer les comptes. Dans ce qui est vrai, je dirais qu'une banque a des raisons objectives de fermer des comptes quand un client représente un risque pour eux. Ça, c'est tout à fait vrai, parce que nous ne pouvons pas, en tant qu'association aussi, soutenir des clients qui sont dans le blanchiment des capitaux. Et donc, dans ce cadre-là, les banques ont raison, à un moment donné, de pouvoir les fermer. Mais ce qui paraît être abusif et excessif, c'est le fait de fermer les comptes parce qu'ils ont eu à transacter ou à faire des transactions avec le Congo. Parce que nous avons des cas où des gens ont 40 ans de relation avec les banques, qui ont toujours fonctionné correctement, mais qui, pour un salaire qui a été payé au Congo, qui pour une transaction qui vient du Congo, qui ne relève même pas du blanchiment d'argent, se sont vus fermer les comptes. Parce que dans ce que nous faisons avec notre association et dans l'entrée en relation, nous avons toute une équipe de conformité qui est là pour s'assurer que les clients ou les membres que nous accepterons par la suite n'ont pas fait objet de blanchiment d'argent. Je ne vais pas citer les noms ici, mais nous avons eu à refuser des gens parce qu'ils ont été cités dans une autre enquête, et clairement, elles ne pouvaient pas, et les banques avaient raison tout à fait de les fermer. Mais là où nous trouvons que c'est excessif, c'est simplement par le fait de se dire, nous venons de la RDC, ils viennent de la Mozambique, de l'Angola, parce que je tiens à préciser que l'association ne regorge pas que des personnes ressortant
Nous faisons des affaires avec le Congo-Kinshasa. Il y a plusieurs pays au-delà du Congo qui sont concernés. Exactement, mais le Congo fait partie de notre cible principale parce que c'est le pays qui a le plus d'interaction en Afrique avec la Belgique. Et les banques qui sont visées sont plus en Belgique. Et la Belgique, c'est le siège des institutions européennes. Donc c'est l'un des pays qui a le plus de représentativité sur cette question. Et donc, il y a une part de vrai dans ce que les banques disent, mais il y a aussi une part que nous appellerons d'abus, de discrimination, d'excessif. Ne parlons que du vrai pour le moment. Attention. Monsieur Ariwaz a dit que les banques congolaises, notamment la Sophie Banque, sa banque, sont propres. Mais que risque une banque européenne qui fait des échanges ou des transferts d'argent avec une banque sale? Elle risque des amendes, ça il faut le reconnaître. On peut citer le cas de BNP Paribas en 2016-2017 qui a eu à payer beaucoup d'argent. Une banque qui fait des transactions avec un client dont les opérations relèvent du blanchiment d'argent ou dont les sources de revenus sont inexplicables peut se faire taxer, payer au Trésor américain ou à différentes institutions internationales beaucoup d'argent. Et c'est un risque qu'ils prennent. Et c'est tout à fait normal qu'à un moment donné, qu'ils soient regardants sur ces aspects parce que ça risque de les pénaliser par la suite. Ce risque peut arriver avec n'importe qui, à destination de n'importe quelle banque dans le monde entier. Ce risque qui peut arriver avec n'importe qui, à destination de n'importe quel pays, de n'importe quel client. À chaque fois où les fonds ne peuvent pas trouver d'explication, où le KYC, donc connaître ton client est mis en mal, cela peut avoir des implications fâcheuses pour une institution financière. Oui, mais on peut connaître son client et toucher ou effectuer pour lui une des milliers d'opérations qu'il fait, de tomber sur la mauvaise opération. On ne tombe pas sur la mauvaise opération forcément quand tout est bien fait de l'origine jusqu'à la destination. Parce que quand un client fait des opérations, je peux parler du cas de la RDC, il doit souscrire à des licences, il doit présenter des preuves de l'origine de ses fonds et des preuves de ce qu'il va opérer comme transaction. Ça, c'est quand l'argent sort de la RDC, mais quand elle entre, pas forcément. Oui, et même quand l'argent rentre, les banques sont appelées à faire ce même travail-là parce qu'ils ne peuvent pas que regarder quand ça sort, mais même quand ça rentre, ils sont obligés de le faire et généralement, les banques congolaises, je ne prends pas parti pour eux. Dans la plupart des cas, de tout ce qui s'est fait ces dernières années, on peut citer d'énormes avancées et améliorations. Alors, à l'actif des banques qui sont prudentes, les sanctions sont lourdes. Les banques risquent de subir de lourdes sanctions si elles ne respectent pas leurs obligations en matière de conformité. Les amendes pour le non-respect des obligations de vigilance peuvent atteindre 10% de leur chiffre d'affaires. Alors, on imagine des banques qui brassent des milliards, 10% on est dans des dizaines de milliards, le 10% on est dans le milliard. Exactement. Pour un client qui n'a pas transféré 1 million, c'est cher payé. Alors, est-ce qu'on ne peut pas les comprendre d'être autant prudentes ? Je crois que la question ici n'est pas de les comprendre. Je comprends que les banques ont beaucoup de travail à faire et ça, c'est ce qui nous a été remonté dans tout le travail de lobby que nous avons fait pour pouvoir rencontrer les institutions financières et la Banque nationale de Belgique, qui est fait Belfin et même l'ACB. Ce qui nous a été remonté, c'est le volume de travail. Et donc, nous sommes venus avec des pistes de solutions. Donc, l'une des pistes de solutions, c'est que c'est une affaire qui doit être traitée à plusieurs niveaux, que ce soit au niveau des institutions bancaires en Belgique, en RDC, mais aussi au niveau politique et réglementaire. Parce qu'à un moment donné, il faut se dire qu'est-ce qui pourrait être fait pour que le travail ou le flux de travail que les banques se disent avoir pour traiter le client et qu'à un moment donné qu'on mette tout le monde dans le même sac, est-ce que cela ne pourrait pas être porté par une autre société de conformité ou de compliance? Ça, c'est des idées que nous lançons. Oui, mais il y a aussi comment dirais-je, les données personnelles. Est-ce qu'une banque peut donner à une tierce entité bien évidemment, la gestion des données personnelles de ses clients? Là, je parle en tant que connaisseur. Déjà, les progiciels de banque ne sont pas gérés de façon directe
par les banques elles-mêmes, c'est des sociétés tierces qui les gèrent. Donc à un moment donné, il faut s'asseoir sur une table, se dire oui, le RGPD doit être respecté, mais elle peut être respectée aussi par une société qui fait le travail et qui aura la mission de faire le travail que les banques évitent de faire. Et les clients seront, pourquoi pas, prêts à payer un peu plus parce qu'il s'agit de l'inclusion financière. Ils doivent être maintenus dans le système et que par un effet de masse, parce que ça sonne l'alerte Congo, Mozambique ou un autre pays, on est obligé de se voir fermer les comptes et pénaliser par la suite parce que on en reviendra, ou on peut déjà le dire, l'accès aux services bancaires de base, il n'est pas simple non plus pour ceux qui se font éjecter du secteur bancaire. La faute de l'intermédiaire sera à ce moment-là aussi automatiquement la faute de la banque? La faute de l'intermédiaire, évidemment, sera de la faute de la banque, d'où il faudra que la sélection au niveau des banques et même au niveau de la Banque centrale et même la législation puisse évoluer pour permettre à ce que tous ces aspects évolutifs puissent être pris en compte, pour permettre à ce que le client, le bon client qui est roi, parce que nous insistons sur le fait, ça doit être des bons clients, ne puisse pas être pénalisé parce qu'il est originaire ou parce qu'il traite avec un pays qui est mal vu ou qui est sous-coté. Alors, on essaie de récapituler. Vous dites, vous reconnaissez que c'est lourd si une banque se plante pour elle. 10% de son chiffre d'affaires, c'est énorme. Qu'il y a la possibilité de céder à un tiers, mais la responsabilité de l'acte du tiers sera celle de la banque. C'est pas plus simple puisque, comme l'a dit tout à l'heure Henri Ouazny, le volume ou la représentativité des banques africaines est faible. C'est pas plus simple de faire ce qu'ils font et de limiter le risque à zéro. Mais là aussi, c'est vrai de penser ainsi, mais ça paraît, ça renvoie à une image assez tronquée de tous les discours des échanges économiques qui se passent entre l'Europe et l'Afrique, bien évidemment. En 2021 et 2022, il y a eu plusieurs sommets économiques qui ont parlé des échanges entre l'Europe et l'Afrique. Et le fait de considérer ce continent pas à sa juste valeur serait aussi une façon de se dire que l'Afrique ne nous intéresse pas. Il faut à un moment donné se dire les choses vraies et se regarder en face. Oui, il y a des améliorations à faire de notre côté en Afrique, parce que bien évidemment notre appareil, notre réglementation doit évoluer, les choses doivent être un peu plus corsées. On le voit en Belgique, j'ai suivi ces 6 derniers mois comment est-ce que les députés belges se sont battus pour améliorer les lois, mais je crois qu'il doit y avoir un autre effort du côté congolais. C'est la raison pour laquelle nous soutenons ce que fait un think tank ici en Belgique qui va organiser une table ronde qui va réunir les banques belges, les banques congolaises, les banques centrales des deux pays, les associations de banques et les représentants des gouvernements pour pouvoir faire évoluer la situation, parce que la solution en soi, elle ne pourra pas être trouvée que par les banques, parce que dans l'échiquier, elles sont un peu plus bas. C'est la réglementation. Et en gros, c'est la politique qui gère tout et ce sera à elle de prendre les bonnes décisions pour pouvoir solutionner ce problème. En parlant de la politique, la responsabilité, il y en a un peu du côté du continent. Exactement. Qu'est-ce qui doit être fait, même si M. Henri Ouazny et même si M. Goncho-Kipoulou disent que les banques sont aux normes, puisque vous parlez de politique, le fait n'est pas que des banques, c'est aussi des politiques. La régulation au Congo ou ailleurs en Afrique a des défauts qui devraient être obligatoirement comblés pour que tous ces cas de risking sur le continent soient levés. Nous avons eu des contacts au début de la création de l'association avec les autorités politiques dans quelques pays en Afrique et entre autres en RDC. Les signaux ont été positifs. Je crois que la RDC est passée par des élections en 2023 et que le gouvernement est en train de s'installer, le Parlement non plus. Et ces signaux ont été positifs, mais pas encore suffisants, parce qu'à un moment donné, il faudrait qu'au niveau de la politique en RDC, au niveau de notre Parlement, qu'on puisse prendre les bonnes lois, les faire respecter et faire ce travail diplomatique pour pouvoir faire en sorte que la voix des Congolais et des Africains, parce que nous tenons à le signaler, le Congo est quand même un pays pilote et stratégique pour l'Union européenne, puisse se faire respecter au niveau de la Belgique, parce que les autorités belges que nous avons rencontrées nous disent entendre
attendre aussi de leur côté ces signaux et ces pas et ces actes qui doivent être posés par les autorités congolaises. Donc la balle est dans les deux camps, elle est partagée. Et je crois que si les choses sont prises à bras le corps, d'ici quelques mois, le problème commencera à trouver une partie de sa solution. La balle est dans les deux camps, vous dites, mais quels signaux, quels pas, quel acte, parce que la difficulté pour le moment est du côté du Congo ou de l'Afrique. Quels sont ces signaux, quelles sont ces lois, quels sont ces actes que la RDC doit poser pour que la Belgique se sente plus à l'aise et elle aussi de son côté avance? Déjà qu'il faut faire évoluer la loi anti-blanchiment qui doit prendre en compte plusieurs aspects. Déjà qu'il faut identifier les personnes physiques, morales. Déjà qu'il faut prendre beaucoup de lois. Je crois que ça, c'est le travail du Parlement congolais, parce que le Parlement belge, de son côté, fait en sorte que ceux qui sont exclus du secteur bancaire puissent vite rentrer dans le secteur par le service bancaire de base. Mais il y a des choses qui doivent être faites de notre côté aussi. Et ça, j'encourage les autorités congolaises qui, pendant quelques mois, plusieurs mois où nous avons eu des discussions, nous ont donné ces signaux positifs à continuer, à poursuivre ces démarches pour ne plus donner la raison aux banques belges qui font leur travail, bien sûr, mais même si nous estimons qu'il y a de la discrimination, parce qu'à un moment donné, ils se disent, bon, comme il y a du travail, nous mettons tout le monde dans le même sac, à faire et à continuer à faire avancer ces choses, et cela permettra en sorte que des deux côtés, grâce à la table ronde et toutes les discussions qui sont en train d'être mises en place, que la solution puisse être trouvée, parce que malheureusement, il y a des gens qui peinent, il y a des gens qui, comme vous l'avez dit, qui ne peuvent pas percevoir leur salaire, mais il y a des gens qui ne peuvent même plus payer les impôts ici en Belgique, parce qu'ils sont exclus ou totalement exclus du secteur bancaire, et cela est un manque à gagner pour le trésor public, et cela ne contribue pas à l'inclusion financière qui, malheureusement, de l'autre côté, pousse les gens à aller vers l'informel, et c'est ce qui est à éviter quand on veut faire de l'inclusion financière. Alors, on va lire, parce que certains documents m'ont été donnés par ceux qui défendent les positions des banques belges. Invitation des banques à analyser de manière personnalisée les risques. C'est lourd, vous dites qu'il faut donner ça à des tiers. Réaction, les banques ne vont certainement pas prendre une responsabilité d'analyse personnalisée qui demande des moyens parfois importants alors que la plus-value est presque inexistante. Ça, c'est la résultante de ce que l'on disait tout à l'heure. Les banques qui volent la RDC ont difficile à prendre des risques avec des clients en matière de crédit. J'ai pas trop bien compris, peut-être vous plus, mais en fait, l'effort, c'est la RDC qui doit le faire. Les efforts doivent être faits des deux côtés. Je m'explique. Oui, attendez. Les efforts, on l'a compris, la Belgique doit les prendre. Exactement. Mais la RDC surtout, enfin, l'Afrique surtout doit les prendre parce que, en fin de compte, il n'y a pas de marché là-bas. Déjà, quand on parle de cette analyse personnalisée, donc ça veut dire que ça doit être beaucoup plus poussé et pointilleux. Aujourd'hui, ce qu'on reproche, c'est de dire vous fermez les comptes parce que le nom RDC revient ou le nom Afrique ou n'importe quel pays revient. Donc ça, il faut prendre un peu plus de temps, donc un peu plus de moyens. Donc quand on parle de moyens, donc ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui doit payer. Et de l'autre côté, il parle d'une matière qui est tout autre. On dit que les banques en RDC prennent moins de risques pour pouvoir donner les crédits, ce qui est vrai et ce qui est évident, parce que je tiens à expliquer que les banques en RDC, une banque fonctionne avec des dépôts de la clientèle. Dépôts à terme, oui. Faire des crédits. Donc quand on a très peu de dépôts longs ou des dépôts à terme, donc on ne prend pas trop de risques à faire des crédits longs. Donc si on a très peu de dépôts à terme, on a plus de dépôts à vue. Donc les banques sont aussi de l'autre côté frileuses de pouvoir financer des crédits à long terme. On a eu des cas ici en Belgique que je vais peut-être pas citer, des banques qui ont dû fermer parce que la tension entre leurs crédits et leurs dépôts faisait défaut. Et donc, c'est la raison pour laquelle, tant qu'il n'y a pas cette forme de stabilité de notre côté en RDC ou en Afrique, où les dépôts seront un peu plus stables, donc les banques, malheureusement, ne feront pas des crédits à long terme ou à plus longue durée. Alors, comment ma banque, un droit, comment est-ce que vous pouvez défendre cette position alors que tout explique de l'autre côté que c'est plus compliqué pour eux que pour nous? Nous pensons que ce n'est pas compliqué. Pourquoi on dit que c'est pas compliqué? Parce que la solution, le problème a commencé, et vers là où on a commencé l'évolution que nous sommes en train d'avoir aujourd'hui, les choses ont beaucoup évolué. Je tiens à signaler que le service bancaire de base a évolué. La longue durée qui était il y a quelques mois, avec la loi et les différentes lois qui sont passées, tendent à la faire baisser.
Et ça, c'est déjà des évolutions qu'on connaît, parce que le but, c'est qu'on n'ait pas des gens totalement exclus du secteur bancaire. Et ça, l'évolution a été significative. Donc, parmi nos revendications que nous avons portées, cela a porté des fruits à ce stade-là. Mais nous tenons à dire que cela doit aller un peu plus loin que ce qui a été fait aujourd'hui, parce que je tiens à vous signaler, je ne l'apprendrai peut-être pas, il y a même des diplomates belges, des diplomates de certains pays qui se voient exclus du secteur bancaire à cause du dérisking, simplement parce qu'ils interagissent avec... des diplomates belges exclus en Belgique. Exclus en Belgique, évidemment, parce qu'ils ont eu à interagir avec l'Afrique. Donc vous comprenez que l'affaire, elle prend une autre proportion, même si la solution de ce côté-là aussi tend à être trouvée, mais ce sont des proportions quasiment qui vont un peu à l'extrême, malheureusement. Et donc nous ne défendons pas que cette catégorie-là, nous défendons toutes les catégories, parce qu'il y a des étudiants qui, dans le cadre des échanges entre l'Afrique et le continent européen et la Belgique, des étudiants congolais que j'ai suivis dans votre émission il y a quelques jours, qui sont aussi dans le même cas, qui malheureusement, parce qu'ils sont étudiants, qui étudient ici, se voient exclus du secteur bancaire parce qu'ils doivent recevoir de l'argent du Congo. Et ça aussi, c'est des choses à corriger, à adapter, parce que d'un autre côté, ça ne répond pas à certains critères et à certains domaines d'échange entre les deux continents. Vous demandez beaucoup d'efforts aux banques belges pour des montants qui sont souvent pas importants. Pas du tout. Alors qu'on sait que ce sont souvent les bons élèves qui payent pour les mauvais élèves. Pas du tout, c'est des montants importants. Je ne vais pas citer des noms exprès ici pour des raisons de confidentialité. On peut en citer. Il y a des grands industriels. On peut parler de Malta Forest qui s'est retrouvé, qui a vu ses comptes bloqués. Exactement, ça c'est un des grands qui a vu ses comptes bloqués. Vous voyez l'importance qu'a M. Forest dans l'économie congolaise et même dans l'économie belge, voir ses comptes bloqués parce qu'il y a le dérisking. Oui, je sais qu'il y a des choses à dire, à améliorer, mais ça ne pénalise pas que les petites fortunes, même les grosses fortunes, sont pénalisées. Ouais, mais en règle générale, c'est les bons élèves, j'ai dit, qui payent pour les mauvais. Le tout est de ne pas se retrouver dans la mauvaise classe. Exactement, mais le but ici, c'est de faire d'une question aussi importante et de le remettre sur la scène et dans la table des discussions, et de ne pas se dire qu'on n'en parle pas parce que ça concerne X ou Y personne, mais c'est de le remettre parce que c'est un enjeu vital. Je dis qu'on parle d'1%, mais il y a plus de 600 millions entre le Congo et la Belgique d'échanges en une année. C'est énorme. Ça peut encore aller un peu plus. C'est très important. C'est des sommes importantes qui peuvent aider à accroître les affaires, à accroître, comme l'a dit M. Gancho, à accroître pas mal de choses dans ces échanges-là et même dans l'économie congolaise, parce que le but pour nous, en tant que Congolais, c'est de plaider aussi pour notre pays. Seulement 600 millions de dollars ou d'euros entre la Belgique et la RDC? Ça peut, oui, c'est seulement. Le plus des échanges aujourd'hui de la RDC est fait avec d'autres pays, avec la Chine et d'autres pays. Les choses font en sorte que ce sont d'autres pays, malheureusement, ou heureusement pour nous, qui interagissent le plus souvent avec nous, et les échanges avec la Belgique et le continent européen sont de moins en moins importants. À terme, il n'aurait donc pas à se plaindre que l'on soit plus avec les autres qu'avec eux? Exactement, ça sera une question de choix, parce que le Congo ira évidemment vers ceux qu'il estimera capables de répondre à ses besoins. On parlait tout à l'heure de services de base. Le dérisking n'empêche pas le service de base. Je sais qu'en France, pour celui qui est exclu de tous les services bancaires, il y a la Poste en Belgique. Ils ne peuvent plus y aller parce qu'une banque qui joue au dérisking a arraché la Poste. Voilà, en Belgique, c'est un peu plus difficile. En France, il y a d'autres moyens alternatifs, des comptes tout autres qui ne sont pas dans le secteur bancaire, mais qui répondent quand même du secteur bancaire, qui sont utilisés quand on est exclu. On peut vite y avoir accès, mais en Belgique, il faut 6-8 mois, voire une année pour y avoir accès. Et donc ça pénalise beaucoup de gens. Vous savez, quelqu'un qui n'a pas de compte bancaire aujourd'hui, en Europe, c'est comme s'il n'avait plus de téléphone et qu'il ne savait plus communiquer. Donc c'est assez pénible et périlleux pour eux. Qu'est-ce que vous leur conseillez? Parce qu'il faut conclure. Qu'est-ce que vous conseillez à ceux qui n'ont plus de compte en banque? Maintenant, je vais naturellement les appeler à venir nous voir en tant qu'association pour mutualiser les efforts et pouvoir plaider sur cette question, parce qu'ils sont beaucoup, ils sont nombreux, mais que chacun de son côté, qui a une parcelle de responsabilité pour pouvoir solutionner ce problème, puisse prendre ses responsabilités. Et là, je parle du côté particulièrement du côté congolais.
le Parlement, le gouvernement qui va entrer en fonction dans quelques jours, prendre à bras le corps ce problème parce qu'il risque de rentrer en faux avec tout le discours qui est fait, des échanges et tout, le tralala qui se fait quand il y a des visites diplomatiques de part et d'autre. Vous pensez vraiment que c'est à nous à faire On a du travail à faire, oui, mais la solution finale viendra de cette concertation et de cette mise ensemble de toutes les forces en présence. Qui arrive en septembre, vous avez dit. Exactement. Merci à vous, Jean-Jacques Lumumba. Merci d'être venu nous parler de ce volet. Je le répète, je regrette l'absence de monsieur Joël Makangou, banquier évoluant en Belgique. Il aurait pu un peu plus avec vous échanger. Exactement. Et trouver des solutions. J'espère que cela sera le cas au mois de septembre. Cela ne s'arrête pas parce que je crois que nous serons obligés de continuer à interagir avec les banques parce que c'est l'une des parties prenantes les plus importantes, même si elles ne sont pas les seules. Nous allons continuer à travailler. Ça appelle de nous et d'eux de continuer à se concerter pour trouver une solution rapide. Une question que je n'ai pas posée, est-ce que ces banques-là, je ne parle pas des entités politiques et de Belgique et de la RDC, est-ce que ces banques qui ferment sont fermées à tout dialogue ? Je crois qu'elles ne sont pas fermées à ce stade à tout dialogue parce qu'elles aussi rejettent la responsabilité à la Banque nationale de Belgique ou à d'autres instances ou aux politiques. Elles sont ouvertes parce que nous les avons toutes rencontrées. Nous avons rencontré Febelfin, qui est un peu l'équivalent de la CB en RDC. Elles ne sont pas fermées, sinon elles nous auraient fermé la porte. Elles nous auraient dit que la solution ne se trouve pas chez elles, mais elles se sont toutes montrées ouvertes et je crois qu'il y a une lueur d'espoir, il y a même plus qu'une lueur d'espoir. Merci à vous, Jean-Jacques Lumumba. Je rappelle que vous êtes le président de la SBL Ma Banque un droit. En fait, oui, vous étiez banquier à Kinshasa. Je ne peux pas ne pas vous poser la question puisque vous réapparaissez officiellement. Vous avez connu la Banque congolaise de l'intérieur. Aujourd'hui, la banque avec laquelle vous travaillez a reçu tous les agréments. Elle a même été considérée parmi les banques considérée parmi les banques aujourd'hui les plus fiables. ISO 9001, je crois, je me rappelle. On en avait parlé ici sur Top Congo. Vous, de l'intérieur de ce que vous voyez de ces banques aujourd'hui, est-ce que tout ce que vous faisiez hier, vous pourriez encore le faire aujourd'hui ? Je suis très content de l'évolution déjà parce que le but pour lequel on en est arrivé à ce stade-là, c'était aussi pour pouvoir faire avancer les choses. Et je suis content qu'aujourd'hui les choses ont évolué, qu'elles ont pris des mesures pour pouvoir endiguer ce qui se passait de mauvais et d'avancer vers le bon sens. C'est d'ailleurs de l'intérêt de notre association et de ce que nous sommes en train de faire parce que le but, c'est pas de tuer l'économie ou de combattre les banques, mais c'est d'aider les banques à être l'un des leviers importants pour les économies africaines et surtout pour l'économie congolaise. Vous dites du bien de la BGFI maintenant ? Ben évidemment, je ne suis pas l'ennemi de la BGFI. Depuis, vous n'êtes pas encore rentré au pays ? Pas encore, ça fait 8 ans que je suis là et certainement très bientôt je serai à Kinshasa. Quand cette année, bientôt, quand... Peut-être une affaire de quelques jours ou de quelques semaines. Ah, c'est imminent donc. Et le retour est imminent, évidemment. Pour toujours travailler dans la banque ou Je crois que j'ai de la famille, j'ai des personnes qui me sont chères que je dois aller voir à Kinshasa et je crois qu'il est temps pour moi de faire un comeback à Kinshasa. Merci à vous, merci Jean-Jacques Lumumba, le président de la SBL Ma Banque un droit, d'avoir accepté de participer à cette émission. Merci à l'équipe technique vidéo et audio pour la réalisation de cette émission. Tout de suite, la rediffusion de votre magazine Le Débat. On se retrouve demain avec le plus grand plaisir dès 11h30 Kinshasa, 12h30 heure de Bruxelles, semaine Belgique dans l'émission Le Débat.